président du Burundi, Pierre Nkurunziza, annonce qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession en 2020 dans un discours prononcé après avoir promulgué une nouvelle constitution, un message qui sème le doute. La ville centrafricaine de Bambari, située à 380 km au nord-est de Bangui, a été dans la nuit de mercredi à jeudi le théâtre d'affrontements. Ces nouveaux heurts ont opposé des milices. Au Tchad, un décret présidentiel limoge un gouverneur du sud du pays. L'homme est accusé d'avoir ordonné des violences fémées contre un avocat et ses clients relâchés. Vendredi 8 juillet, mesdames, messieurs, merci de préférer Sika pour vous informer. Bonjour et bienvenue au Tchad. Un décret présidentiel a limogé un gouverneur du sud du pays. L'homme est accusé d'avoir ordonné des violences fémées contre un avocat et ses clients qui ont été relâchés. Voici le reportage. Le décret datant de mercredi met un terme aux fonctions du gouverneur de l'Ogone oriental dans le sud du Tchad. Adam Nouki Sharfadine sera remplacé par Ahmad Taha Ahmad. Tout est parti d'un incident survenu le 22 mai et qui a entraîné un mouvement de contestation nationale au sein du système judiciaire tchadien. Une mission d'enquête du ministère de la Justice était arrivée le 22 mai à Doba, chef-lieu de la région, afin d'établir les responsabilités. En effet, l'avocat Maître Doumra Manassé s'est dit victime de tirs par des gendarmes sur sa voiture alors qu'il transportait 3 clients relaxés. À en croire le défenseur, ces 3 clients ont ensuite été bastonnés et emmenés dans les locaux de la gendarmerie de Doba. Le plaignant estime que de son agression et de celle de ses clients, son commanditaire, le commandant de la Légion de la gendarmerie et le gouverneur. Maître Doumra Manassé exige que justice soit faite. Et pour ce faire, les intéressés devront être libérés de leurs diverses fonctions pour se mettre à la disposition de la justice. D'après les conclusions de la mission d'enquête, il est clairement demandé le départ du gouverneur et du commandant de la Légion de la gendarmerie de Doba. Une grève des magistrats a débuté le 28 mai en soutien à Maître Manassé et pour protester contre tout type d'ingérence des forces de l'ordre dans les locaux de la justice au Tchad. Ils ont été rejoints le 31 mai par les avocats, les huissiers et les notaires qui avaient lancé leur mot d'ordre de grève jusqu'à mercredi, mais il a été reconduit. Le Tchad connaît depuis fin mai une grève de la fonction publique massivement suivie, bloquant hôpitaux, écoles et ministères. Ceci est un message difficile à appréhender. Le président burundais Pierre Nkurunziza annonce qu'il ne sera pas candidat à sa succession en 2020. C'était dans un discours prononcé après avoir promulgué une nouvelle constitution qui lui donnait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Reportage. Pierre Nkurunziza déjoue tous les pronostics avec sa déclaration jeudi. En tant que visionnaire du CNDD-FDD, nous informons les Burundais et la communauté internationale que nous n'irons pas à l'encontre de ce que nous avons promis. Mon mandat prendra fin en 2020. Je m'engage et je me prépare bien avec tout mon cœur, tout mon esprit et toutes mes forces de soutenir un nouveau président que nous allons voter en 2020. Ce discours a été lu par le président burundais devant plusieurs milliers de personnes, les autorités du pays et le corps diplomatique. L'autorité a à l'occasion rappelé avoir promis lors de son investiture en 2015 de ne pas chercher à se maintenir au pouvoir à l'issue de son 3e mandat. À ce propos, il assure en tant que guide du CNDD-FDD, parti au pouvoir, ne pas revenir sur sa parole. À le croire, la nouvelle constitution n'a pas été taillée sur mesure pour lui, comme le disent ses détracteurs. Le président burundais Pierre Nkurunziza a promulgué jeudi dans son palais de Gitega une nouvelle constitution controversée adoptée le 17 mai par référendum et qui lui ouvre la possibilité de rester au poste jusqu'en 2034. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce de la candidature controversée de Nkurunziza à un 3e mandat en avril 2015.
La ville centrafricaine de Bambari, située à 380 km au nord-est de Bangui, a été la nuit de mercredi à jeudi le théâtre d'affrontements. Ces nouveaux heurts ont opposé des milices qui disputent l'autorité dans la région. Reportage. En Centrafrique, les groupes armés et des milices s'affrontent aujourd'hui pour le contrôle des ressources. Bambari, à cheval entre plusieurs zones d'influence de groupes armés, jouissait jusqu'alors d'un calme relatif depuis l'intervention de la MINUSCA début 2017. Mais depuis bientôt un mois, la ville est prise d'assaut par les affrontements. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus tout au long de la nuit de mercredi à jeudi, en particulier à l'hôpital préfectoral de la ville de Bambari et à proximité. Ces combats ont opposé des membres de l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, une des milices issues de l'ex-rébellion de la Séléka, à ceux d'une milice d'autodéfense. En effet, les heurts ont éclaté lorsque les membres de l'UPC ont voulu faire sortir de l'hôpital des proches malades qui s'y trouvaient. Mi-mai déjà, Bambari a été le théâtre de violences intercommunautaires dans lesquelles 9 personnes ont perdu la vie, dont un membre local d'une ONG et un infirmier accoucheur d'une structure sanitaire de la ville. En tout, 9 organisations humanitaires ont été pillées au mois de mai à Bambari. La Centrafrique est en proie à des conflits depuis 2013. Militants pro-démocratie, opposants suspects, des dizaines de personnes sont détenues au secret, sans avocat ni droit de visite, par les services de sécurité en République démocratique du Congo en cette période d'incertitude politique. C'est en tout cas ce qu'ont dénoncé les défenseurs des droits humains dans le pays. Les détails. Au total, une centaine de personnes sont détenues au secret dans tout le pays. D'après l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qui parle de 17 détentions à l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, à Kinshasa et d'une cinquantaine dans le nord et le sud Kivu. L'avocat et les familles des 5 militantes pro-démocratie détenues depuis fin décembre avaient demandé récemment devant la presse leur libération ou leur comparution devant un juge compétent. Ils avaient été interpellés alors qu'ils sensibilisaient des citoyens congolais sur la marche des catholiques du 31 décembre 2017, demandant au président Joseph Kabila de s'engager à quitter le pouvoir. D'après leurs familles et leurs avocats, ils étaient détenus dans les locaux de l'ANR, l'un des piliers sécuritaires de la RDC. Le Bureau conjoint des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, ne donne pas de chiffres, mais affirme: dans la plupart des cas, dès que nous commençons les plaidoyers, les gens sont transférés devant la justice ordinaire. Les activistes de Filimbi font partie des centaines d'activistes pro-démocratie et défenseurs des droits humains, de journalistes et de dirigeants et partisans de l'opposition politique qui ont été arrêtés depuis 2015. De nombreuses personnes ont été détenues au secret pendant des semaines ou des mois sans que des chefs d'accusation aient été formulés à leur encontre et sans accès à leur famille ou à des avocats, dénonce l'ONG Human Rights Watch. Human Rights Watch et l'ACAJ rappellent qu'en vertu du droit congolais, toute personne détenue a le droit à un avocat dans les 48 heures. La crise humanitaire au Soudan du Sud en guerre est en train de s'aggraver, ceci dans une proportion alarmante, a mis en garde jeudi à Nairobi Jan Egeland, le secrétaire général de l'ONG Norwegian Refugees Council NRC, qui rentrait donc d'une mission dans le pays. Reportage. Au Soudan du Sud, je n'ai jamais vu, entendu parler ou été le témoin d'autant d'habitants nécessitant une aide alimentaire dans autant de régions du pays, a déclaré Egeland lors d'une conférence de presse à Nairobi. Ce qui est différent cette année, c'est que l'insécurité alimentaire s'est étendue à de nouvelles régions du pays, notamment des provinces du Sud, comme celle de Central Equatoria, a-t-il précisé de retour d'une visite de terrain de 3 jours au Soudan du Sud. Je suis très inquiet du fait que nous pourrions avoir une catastrophe totale dans de nombreuses régions de Unity District si nous n'obtenons pas un accès total, si nous ne pouvons pas garantir la sécurité de nos travailleurs humanitaires et si nous n'obtenons pas de ressources des donateurs. Nous avons trop peu d'argent en ce moment et nous avons besoin de la paix plus que tout.
Pour rappel, depuis décembre 2013 et le début de l'actuelle guerre civile, 101 travailleurs humanitaires ont été tués au Soudan du Sud. En 2018, 7 millions de Sud-Soudanais vont avoir besoin d'une aide humanitaire en raison des effets conjugués de la guerre et de la crise économique, selon l'ONU. Sans plus de ressources, les gens que nous pouvons atteindre n'auront pas de nourriture, d'eau, d'assainissement ou d'éducation à cause du manque de financement. Ce serait une très mauvaise chose de punir les enfants du Soudan du Sud pour ce que leurs parents et grands-parents ont pu faire en tant que dirigeants. Nous sommes prêts à aider, mais nous avons besoin de plus de ressources, des garanties d'accès et d'un cessez-le-feu. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Depuis, de nombreux cessez-le-feu ont été signés sans jamais être respectés. 5 personnes ont été tuées mercredi soir à coups de machettes et de couteaux dans l'extrême nord-est du Mozambique. C'était lors d'une nouvelle attaque attribuée aux islamistes. L'information a été rendue publique ce jeudi par la police. Reportage. Il y a eu une nouvelle attaque dans la province du Cabo Delgado, a déclaré un porte-parole de la police sous couvert d'anonymat. Le même groupe qui avait attaqué des villages voisins s'en est pris à un autre village ce mercredi vers 21h et a tué 5 personnes, a-t-il ajouté. Les assaillants étaient armés de couteaux et de machettes, a-t-il précisé. Ils ont également détruit des maisons. Le drame a eu lieu dans le village de Namaluko, situé à une centaine de kilomètres au nord de Pemba, la capitale du Cabo Delgado. Il s'agit de la 3e attaque meurtrière depuis la fin mai dans la province. La police attribue désormais toutes ces attaques à un même groupe de jeunes musulmans radicaux, connu localement sous le nom d'Al-Shabaab, qui a émergé en octobre dernier. C'est le même groupe que celui qui a attaqué le 5 octobre 2017 le commissariat de police et une caserne de l'armée dans la ville de Mosimbao da Praia, dans la même province du Cabo Delgado. La police et le gouvernement affirment depuis des mois avoir rétabli l'ordre. Mais des violences attribuées à ce groupe continuent à agiter la région, proche des énormes champs gaziers récemment découverts au large des côtes mozambicaines. De nombreux habitants accusent ce groupe, qui prône un islam radical, d'avoir procédé depuis octobre à plusieurs dizaines de rapts, en majorité de femmes, à l'image des enlèvements pratiqués à grande échelle par le groupe islamiste Boko Haram au Nigeria. Hors de l'Afrique, le gouvernement le plus féminin que l'Espagne ait connu a prêté serment jeudi. On parle d'un cabinet socialiste de 11 femmes et de 6 hommes qui a pris les rênes du pays devant le roi Felipe VI. Leur plus grand défi à relever sera de gouverner avec l'appui de moins d'un quart du Parlement. Les ministres de Pedro Sanchez ont à tour de rôle juré loyauté au roi Felipe VI et promis de respecter et faire respecter la Constitution. Laquelle Constitution les sécessionnistes catalans ne reconnaissent plus. Rompant avec la tradition, la cérémonie était sans signe religieux. 11 femmes et 6 hommes composent ce gouvernement socialiste le plus féminin que l'Espagne ait connu. Les socialistes reviennent au pouvoir après plus de 6 années de gouvernement conservateur, promettant de lutter contre la corruption, la pauvreté et les inégalités. Mais les équilibres budgétaires n'ont jamais pu être rompus. D'après la chef du groupe parlementaire socialiste Ariana Lastra, la première mesure que les socialistes vont proposer au Parlement concernera la formation du personnel judiciaire pour faire face à la violence du genre. À 46 ans, Pedro Sanchez a détrôné la semaine dernière le conservateur Mariano Rajoy, dont le parti venait d'être condamné dans un procès pour corruption. En plaçant des femmes aux postes clés, économie, finance, industrie, défense, justice, santé et éducation, Sanchez reconnaît leur poids croissant dans la société espagnole qui s'est manifestée avec une ampleur inédite à l'occasion d'une première grève générale féministe le 8 mars dernier. Bon week-end à chacun et à tous. En compagnie des programmes de SICA, c'est la fin de cette édition. À très bientôt.